On refait Vivatech tous les jours sur le stand du village Baïséa, du Crédit Agricole, la quotidienne de Vivatech, tous les jours les grandes tendances du salon Vivatech qui est en train de fermer ses portes. Et pour faire un bilan avec nous de Vivatech, de cette 8e édition de Vivatech, un invité exceptionnel, il s'agit d'Éric Larchevêque. Bonjour Éric. Bonjour, salut. Alors merci d'avoir de terminer cette série d'émissions avec nous. Est-ce qu'on doit encore vous présenter Éric? Vous êtes le cofondateur de Ledger. Et puis, vous êtes l'éminent jury qui veut être mon associé sur M6, c'est bien ça? Voilà, tout à fait, c'est bien ça. Ouais. Vous pouvez prendre ma place, vous n'avez pas besoin d'animateur pour vous présenter vous-même. Et je ne vais surtout pas pitcher parce que je veux me faire... Alors, parlons de Vivatech, ça a été une journée intense pour vous. Quel est votre sentiment? Un énorme succès populaire, c'était la journée grand public aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette 8e édition de Vivatech? C'est une édition vraiment sous le signe de l'intelligence artificielle. On en voit partout cette année. Il y a chaque année un petit peu des tendances qui arrivent. Et on parle beaucoup de l'intelligence. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour, finalement, pour la planète, pour la technologie et il y avait plein de débats passionnants et d'interventions très intéressantes sur le sujet. Et j'ai envie de rappeler que l'intelligence artificielle, c'est avant tout un outil au service de l'homme et pas à ce stade encore une menace, et que je pense que ça nous permet de nous tirer vers le haut en permettant aux gens, aux différents intervenants de pouvoir travailler dans leur domaine sur des tâches un peu plus intéressantes et de pouvoir déléguer tout ce qui est répétitif, automatique, et donc de pouvoir s'améliorer dans leur art. On recevait tout à l'heure Bertrand Serlet, qui est l'un des papas de macOS 10, le système du Mac, qui est un éminent français de Cupertino, d'Apple, qui aujourd'hui qui est parti à la retraite, qui nous disait qu'il comparait l'émergence de l'intelligence artificielle avec l'émergence de l'iPhone en 2007 chez Apple. Et l'impact va bien au-delà. On n'imagine pas dans tous les domaines la manière dont ça va changer notre quotidien, l'impact social que ça va avoir dans les années qui viennent. Pas forcément un impact négatif, évidemment. Tout à fait. Oui, il n'y a qu'à voir les dernières versions de ChatGPT-O qui sont assez bluffantes. Un assistant vocal qui fait professeur, traducteur, guide, qui est un véritable copilote dans de nombreuses activités. Sans jeu de mots. Oui, et là-dessus, on voit que c'est un vrai changement. Et on peut penser aux enfants qui vont grandir avec cette intelligence artificielle. Ils vont avoir l'habitude de parler aux objets, qui leur répondent, et on va avoir des comportements complètement nouveaux. Et ça, c'est très intéressant. Ça va être très intéressant à observer. Alors, ça a été un peu le fil rouge de cette édition de Vivatech et de toutes les éditions dont on refait Vivatech. C'est la présence de l'IA et la surprésence de l'IA à la française, cette bonne santé et cette surreprésentation, je vais y arriver, c'est la fin de Vivatech, à des postes clés de Français de grands talents. On pense à Yann Lequin notamment chez Meta, mais on pense aussi à Mistral, on pense à QTA, et on a reçu Aude Durand dans cette émission. Comment vous expliquez cette vitalité des Français dans la tech et dans l'IA générative? La vitalité des Français et la légitimité des Français sur la scène technologique, elle existe depuis des années, des dizaines d'années. Il y a des Français au poste clé dans les startups à San Francisco, ça a toujours été comme ça. Les Français ont très très bonne réputation, et cela est dû en fait aux grandes écoles, aux bonnes écoles, à toute l'excellence du système éducatif français, qui, quoi qu'on en dise, reste encore assez valorisé à l'étranger. Alors j'espère que ça continuera dans le futur, mais en tout cas, les Français ont toujours eu une bonne réputation dans la tech, et dans l'IA encore plus, puisque en général, tout ce qui est développement mathématique, les modèles mathématiques ont toujours une bonne facture dans les universités et écoles françaises. Donc plus que jamais, pour demain, s'il y avait un choix à faire pour des jeunes aujourd'hui, j'imagine que vous en avez rencontré beaucoup dans les travaux de Vivatech, c'est de les inciter, que ce soit sur des garçons et surtout des filles, à prendre une filière scientifique et une filière tech? Bien sûr, surtout les filles, et c'est une grande difficulté. C'est aussi une difficulté qu'on rencontre. J'ai une école de développeurs AlgoSup à Vierzon, et pouvoir faire venir des filles, leur expliquer que coder, c'est pas un métier de geek, mais c'est avant tout un métier créatif. Il faut casser les codes, il faut faire évoluer les mentalités à ce sujet, car on a besoin de filles dans la tech, on a besoin d'avoir leur expertise, leur vision des choses, parce que sinon, ça peut pas fonctionner à long terme. Donc Vierzon, sans jeu de mots, c'est une ville qui vous est chère. Bien sûr. Vous y êtes d'origine. Donc vous avez créé une école de développeurs. Ouais. Et vous allez même plus loin en vous associant avec le Crédit Agricole pour fonder le BQ Village, ça s'appelle comme ça? BQ Village Baïséa, qui est un incubateur de start-up qui a ouvert il y a maintenant plus d'1 an, qui avait accueilli
une dizaine de startups qui en accueillent à nouveau 2 qui viennent rejoindre en fait les rangs de l'incubateur. Et l'objectif, c'est vraiment de créer de l'économie, de développer l'économie locale. C'est un petit peu, moi, l'axe qui m'est cher en tant qu'entrepreneur qui ont réussi. Il y en a qui s'engagent pour le climat, il y en a qui s'engagent pour des causes sociales. Moi, c'est vraiment le développement économique local. J'ai envie de mettre en fait mon énergie à contribution pour faire évoluer la région centre, le département du Cher et la ville de Vierzon. Justement, la tech peut maintenant se développer quasiment partout. On l'a vu depuis les différents confinements qu'on a eus, le télétravail. Ça rentre dans les mœurs. Il est possible de travailler avoir des postes à responsabilité sans forcément mettre le cap sur Paris aujourd'hui. Oui, quelque part, le Covid a permis la revanche des villes moyennes et des petites villes, puisqu'on s'est aperçu qu'on pouvait travailler de partout, à partir du moment où on a un ordinateur, une connexion Internet. Alors évidemment, il y a une limite à l'exercice, puisqu'on a quand même besoin de se voir, et le télétravail uniquement fonctionne quand même assez rarement, donc il faut réussir à trouver un bon dosage de cette approche. Mais il y a de plus en plus, en tout cas, de start-up, d'entreprises qui se développent en province, pas que à Vierzon, parce qu'elles ont compris que pour pouvoir exister, pour pouvoir bénéficier de support et d'attention exclusive, eh bien, elles peuvent le trouver dans d'autres villes que Paris. Et on voit une évolution des mentalités chez les plus jeunes. On en a vu énormément ici à Vivatech, de jeunes qui sortent même pas encore diplômés, qui ont déjà une volonté d'être entrepreneurs, de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'imagine que l'émission que vous animez sur M6 n'y est pas étranger. C'est nouveau cette culture d'entrepreneuriat en France chez les plus jeunes qui recherchaient plutôt autrefois un poste à sécurité ou faire une carrière dans une grande entreprise. Quand j'ai été diplômé, mon diplôme d'ingénieur il y a 25 ans, on a été 2 sur 160 à se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand je retourne dans mon école Lessier, une grande partie des étudiants veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, veulent lancer leur boîte, et il y a eu une évolution majeure de cet aspect-là. Et effectivement, une émission comme Qui veut être mon associé permet de montrer que tout le monde peut entreprendre. Alors, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais ça crée des ambitions, ça crée des vocations, et on peut se rendre compte que oui, c'est possible d'aller chercher ce type de liberté. Alors attention, c'est difficile. La voie vers le succès est longue et demande beaucoup de résilience, mais oui, il y a une véritable évolution. Alors peut-être l'évolution est peut-être nécessaire en France, c'est justement cette résilience. Aux États-Unis, il est très courant de réaliser des échecs. Avant de réussir dans sa start-up, il faut se casser la gueule plein de fois. En France, on a encore un peu de mal de ce côté-là. Oui, la culture de l'échec en France est mal accueillie, et alors, il ne faut pas non plus célébrer l'échec pour célébrer l'échec, mais en fait, il faut surtout ne pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec en soi, c'est pas grave. La peur de l'échec, c'est ça qui est terrible, et c'est souvent ça qui fait que les jeunes ne se lancent pas, ou les moins jeunes ne veulent pas se lancer parce qu'ils ont cette peur de rater. Et il faut se mettre dans la tête que c'est pas grave de rater. De toute façon, quel est le risque au final? Et par contre, cette peur, il faut la retirer. Et le plus simple pour retirer ces peurs, c'est vraiment d'être dans l'action et de faire, et des fois pas trop se poser de questions. Éric Larchevêque, mille merci d'être le dernier invité de cette série d'émissions On refait Vivatech ici à Vivatech. Voilà, dans une ambiance fin de siècle où tout démonte, voilà, tout descend. On va démonter tous les stands ici à Vivatech. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour l'ouverture cette fois-ci de Vivatech. L'année prochaine. Voilà, et on vous donne rendez-vous très prochainement, dès l'année prochaine, pour une nouvelle série d'émissions d'On refait Vivatech. Soyez au rendez-vous sur la chaîne YouTube d'On refait le Mac dès l'année prochaine avec le groupe Crédit Agricole. Mille merci et à l'année prochaine. Au revoir.